Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui un nouveau format d'épisode pour ce 11e épisode dans La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les 2 semaines, en alternance avec les interviews, je vous propose des lives sur Instagram sur les sujets et réflexions qui vous intéressent. À la demande générale, j'ai donc décidé de les repartager ici, en format podcast, pour que vous puissiez également en profiter sur votre plateforme d'écoute préférée. Voici donc un nouveau format un peu plus spontané, qui prend finalement la forme d'une interview inversée, puisque c'est vous qui me posez vos questions. N'hésitez pas à participer au prochain, le rendez-vous a lieu un mardi sur 2 à 18h sur mon compte Instagram, La Niche Aventure. Cette semaine, nous avons donc abordé le sujet des pressions sociales que l'on peut ressentir quand on souhaite éduquer dans le respect du bien-être animal, que l'on soit un professionnel ou un particulier. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtiez à le devenir, que vous soyez auditeur habitué ou tout nouveau sur La Niche, et dans ce cas bienvenue, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello hello. Bon, j'espère vraiment que vous allez bien, je suis hyper contente de vous retrouver pour un 3e live je crois. Sur Instagram, c'est vraiment cool. Les dernières fois, c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec vous. Donc, j'étais impatiente d'être ce soir pour pouvoir discuter. Du coup, ce soir, j'ai identifié un gros sujet en lien avec les questions que vous m'aviez posées. J'avais mis un petit sticker il y a quelques temps pour que vous puissiez me dire de quoi vous avez envie de parler. Et donc, du coup, ça va un peu tourner autour du bien-être animal et de la pression sociale qu'on peut avoir vis-à-vis de ça. Donc, si le sujet vous intéresse, restez. Ça sera cool. Plus on est, et mieux c'est. Le but, c'est vraiment qu'on interagisse ensemble. Donc, j'ai identifié 2 grandes questions dont je vais pouvoir vous parler un peu. Et puis, n'hésitez pas à rebondir, etc. Enfin, l'idée, c'est vraiment qu'on discute. Donc, voilà. Si ça vous va, on se lance là-dessus. Et n'hésitez pas si vous avez déjà des réflexions sur le sujet. Si vous avez des témoignages, c'est toujours hyper intéressant de les prendre et de rebondir dessus. J'aime bien fonctionner comme ça aussi. Je répondrai bien sûr à toutes vos questions. N'hésitez pas si vous en avez, mettez-les. J'y répondrai juste après ce sujet. Mais il y a 2 grands sujets que je voulais aborder un peu autour de ça. Du coup, la première question qu'on m'a posée, une réflexion plutôt qu'on m'a amenée, c'était dans le fait de comment faire comprendre à l'entourage l'importance qu'on accorde à l'éducation positive et au bien-être animal. Et j'ai trouvé cette question hyper intéressante parce qu'effectivement, c'est toujours un peu compliqué de faire comprendre à notre entourage que on n'est pas sur une vision traditionnelle de l'éducation avec son chien, mais alors ça marche très très bien pour les chiens et très très bien pour les enfants aussi quand on parle d'éducation des enfants. Et j'ai trouvé cette question vraiment hyper intéressante parce que c'est hyper compliqué et je trouve que c'est peut-être un des gros sujets aussi qu'on aborde au-delà de la remise en question personnelle que ça comporte, de se dire ok, je choisis un autre mode d'éducation pour accompagner mon chien ou mon enfant, parce que clairement tout ce qu'on va dire là marche pour les deux. C'est bien ce sujet-là, c'est ce sujet de comment on fait accepter aux gens ça. Enfin voilà, moi je me reconnais dans cette réflexion-là sur plusieurs sujets. Typiquement, je suis végétarienne et faire accepter à mon entourage que j'étais végétarienne n'a pas forcément été des plus simples tout le temps. Pour la plus grande part, ça s'est bien passé, mais ça n'a pas toujours été évident. Et je pense que quand on est sur des sujets comme ça, un peu de conviction, où on y va par valeur, parce qu'on s'est renseigné sur le sujet, parce qu'on a dépassé un peu les façons de faire traditionnelles, c'est toujours compliqué parce qu'on se sent dans le devoir d'avoir à convaincre, d'avoir à se justifier. Et ça, c'est vraiment un truc qui n'est pas évident. Et donc typiquement, en plus avec son chien ou avec un enfant, encore une fois, ça se retrouve très facilement en fait dans plein de situations. Mais je sais pas, typiquement, vous êtes à table et votre chien vient mettre les pattes sur la table. Alors c'est pas forcément un truc qu'il fait d'habitude, mais là il y a du monde, il veut attirer un peu d'attention, voir s'il pourrait pas gratter un petit truc. Et en éducation positive, on ne dit pas non à son chien descend, on attend qu'il descende et ensuite on récompense éventuellement le fait qu'il soit descendu. Et en fait, rien que ça demande déjà tellement un positionnement différent et des réflexes différents que ça peut être très étonnant. Et généralement, c'est sur des petites choses comme ça que le débat commence sur oui, notre chien est en éducation positive, on ne fait pas comme vous, même si on agit juste comme on agit d'habitude à la maison, sauf que là, quand on est en présence d'autres personnes, ça peut être un peu plus compliqué. Trop intéressant comme sujet, je suis en plein dedans avec mon chiot. Ouais, je pense que ça, c'est un des trucs les plus difficiles
aussi quand on a un chiot qui arrive et qu'on remet en question notre manière de fonctionner avec lui. C'est vraiment un point qui est compliqué. Au-delà du fait d'avoir un chiot, c'est compliqué et je suis de tout cœur avec vous, tous ceux qui ont des chiots en ce moment. Mais ça, ouais, se confronter en plus au regard des autres, aux remarques qu'on peut avoir, ça, je sais que c'est jamais, jamais facile. Toi, tu es pour ne jamais dire non, sauf en cas d'urgence de sécurité, du coup. Ça m'arrive de dire non à mon chien. Enfin, je veux dire, non, ça sort naturellement. On l'utilise tellement que, évidemment, des fois, je dis non à mon chien. Mais c'est vrai que de manière consciente et réfléchie, disons, on va dire, j'essaie de pas le dire parce que pour moi, le non, ça n'apporte pas de solution. À la rigueur, ça limite, ça empêche une action, mais ça apporte pas de solution. Et donc, quand c'est des comportements comme ça, où clairement j'ai une solution à côté, j'ai un truc à lui proposer et je voudrais qu'il réfléchisse à autre chose, bah, je préfère le guider pour qu'il aille ailleurs et lui apprendre à faire autrement, plutôt que de le dire non et de le stopper à chaque fois parce qu'il ne va pas apprendre quoi faire à la place. Ouais, c'est un peu, c'est ma vision des choses. Après, on partage ou on partage pas et je comprends. C'est pas évident, hein, cette question du non. Moi, ça fait un petit moment maintenant, mais c'est vrai qu'au début, c'était pas un sujet évident. Et si tu dis non, mais qu'à côté de ça, tu lui donnes une solution? Oui, le tout, c'est que le tout, c'est qu'il arrive à réfléchir et pas qu'on le limite. Pour moi, le non a un peu un effet punitif parce qu'il arrête vraiment une action. Ça peut être brusque et selon la façon, le ton dont on le dit, en plus, on s'entend pas forcément toujours parler. Et je pense que des fois, ça peut. Moi, j'ai déjà vécu la situation où, par exemple, je sais pas, Charlie, je lui apprends à pas aller. Vous savez, on est sur un trottoir, il y a une piste cyclable à côté, et ensuite il y a des rangées de parking avant la route. Et entre les rangées de parking, il y a des arbres. Donc, il y a des troncs d'arbres, enfin, il y a des pieds d'arbres, quoi. Donc, il y a toujours plein d'odeurs là. Et à chaque fois, il veut y aller. Sauf que quand on est en horaire de pointe, il y a plein de vélos sur la piste cyclable. Donc, j'essaye de lui apprendre à pas aller systématiquement vers le truc. Mais par contre, que s'il a envie d'y aller à un moment donné, je puisse lui laisser l'accès. Mais il faut qu'il me demande. Et je me revois encore une fois, à un moment, lui dire non, parce que je sais pas, j'étais en train de faire autre chose. J'étais pas vraiment concentrée. Et puis, je l'ai senti sursauter, genre un peu comme si, oh, ouais, ok. Et en fait, c'est ça qui m'a fait me rendre compte aussi que des fois, le non pouvait être mal amené inconsciemment. Donc oui, au maximum, j'essaye autant que faire se peut de ne pas l'utiliser, mais plutôt d'abord de rediriger vers autre chose, d'inciter à réfléchir, de proposer d'autres solutions, sans forcément dire non direct. Mais par contre, bien sûr, en cas d'urgence de sécurité, évidemment que je retiens la longe d'un coup, évidemment que je peux dire non, évidemment, s'il s'agit de la sécurité de mon chien, là, il n'y a pas de question. Je trouve que dans le monde animal, les gens ont plus de facilité à critiquer comme sur une place publique. C'est typiquement humain d'avoir la facilité de critiquer et d'être curieux sur un sujet. Oui, alors complètement. Je ne sais pas si ça c'est plus ou pas sur la question de l'éducation animale ou dans le monde animal. Moi, c'est des choses aussi que j'ai vécues, comme je disais tout à l'heure, quand j'ai annoncé mon végétarisme. Parce qu'en fait, on est sur des sujets, encore une fois, on est sur des sujets à conviction, où se positionner pour telle chose, ou voilà, dans l'éducation positive, c'est aussi faire preuve de, voilà, j'ai réfléchi au truc, j'ai étudié le truc, je sais à peu près où en est l'état de la science là-dessus. Enfin, c'est bête à dire, mais on est tous là parce que on a poussé la question et on s'est pas contenté de ce qui se faisait. Et en fait, le fait de ne pas se contenter de ce qui est fait d'habitude peut être gênant parce que ça peut renvoyer aussi les gens d'une certaine manière dans ce qu'ils n'ont pas fait ou ce qu'ils sont peut-être pas capables de faire, et c'est pas forcément toujours agréable aussi. Donc je comprends que ça éveille des fois des réactions pas évidentes. C'est des mécanismes de défense, hein, ça s'appelle. Mais c'est important d'en avoir conscience, et pour autant c'est pas forcément facile à gérer quand on est le premier concerné. C'est clair. Mais c'est vrai que ça peut être sous couvert de curiosité, c'est sûr. Après, voilà, il y a toujours un juste milieu, voir où est-ce que se trouve la curiosité et où est-ce que se trouve j'ai envie de te rentrer dedans parce que tu penses pas comme moi, ou parce que moi je me suis pas renseignée sur le sujet, mais je sais que c'est débile, voilà. Bref, vous voyez de quoi je parle. Ça me révolte, chacun a ses valeurs et son propre enseignement pour son enfant ou son chien. Sans violence, évidemment, je comprendrai jamais que les gens se mêlent au lieu d'être curieux. Ouais, je pense que
je pense qu'effectivement, il y a cet aspect curiosité. Je pense aussi que ça, sans forcément vouloir se mêler, c'est pas pour prendre la défense forcément de ces gens-là, mais j'essaie toujours de comprendre ce que vit l'autre. Donc, je pense que c'est vraiment un truc qui renvoie à sa propre image et à sa propre façon de faire, qui est pas forcément, voilà, ça met pas forcément en valeur de se dire, oh là là, lui, il a réfléchi à la manière dont il a éduqué son enfant. Moi, je suis pas allée aussi loin. Ou voilà, ou simplement par incompréhension aussi, parce qu'il y a des gens qui voient pas le problème en fait, qui voient pas le problème de remettre en question, ça arrive aussi. Je pense que pour certains, ça peut être une forme d'agression peut-être, ou en tout cas de remise en question vachement profonde et pas forcément préparée et pas forcément consentie non plus. Donc je comprends qu'il peut y avoir des jugements, de la curiosité, ou de l'agacement, ou voilà, pas mal d'émotions négatives, mais effectivement, après, le truc, c'est comment on compose avec ça. Et ça, c'est une autre question. Après, effectivement, il y a toujours des gens qui se mêlent du truc et qui vont finir donner leur avis et qui vont, parce qu'ils ont vu passer un peu tel ou tel courant sur les réseaux sociaux, vont avoir un avis tranché parce qu'aujourd'hui, c'est très comme ça. On a entendu une fois que tel truc était merveilleux et donc il n'y a que ça qui vaut. Ça, malheureusement, c'est compliqué de composer avec ça. Je suis bien d'accord. L'éducation positive découle un petit peu de l'observation de nos animaux. Ma chienne a 7 ans aujourd'hui et son éducation a été parfois compliquée mais fabuleuse. Oui, effectivement, ça sera l'objet d'un épisode que j'enregistre la semaine prochaine, ça d'ailleurs, de comment a évolué l'éducation positive. Mais en gros, effectivement, aujourd'hui, l'éducation positive, elle est l'éducation canine, parce que positive ou pas, en fait, aujourd'hui, le courant qu'on applique, si on veut être en cohérence avec l'état de la science, voilà, ça se base sur l'éthologie. Il y a 20-30 ans de ça, l'éthologie, c'était une discipline assez lointaine sur des animaux sauvages et pas du tout sur nos chiens. Et donc, du coup, c'était une analyse très empirique de la situation. C'était du terrain, quoi. On vivait avec des chiens, donc on savait à peu près comment ils se comportaient, avec tout l'anthropomorphisme qu'on pouvait y mettre dedans, etc. Et c'est pour ça que ça a donné des choses très compliquées. Si on passe, bien sûr, l'éthologie et les études sur les loups qui étaient faites à ce moment-là. Mais heureusement, cette science a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on n'est plus basé sur juste l'observation de son propre chien. L'éthologie, c'est une vraie science basée sur des études et sur les études du comportement animal. Et c'est ça qui est hyper cool aussi dans cette discipline-là. Oui, dans le monde canin, c'est fou comme les gens sont négatifs entre eux parfois. Les gens s'écoutent pas et pensent tout ça va. Oui, alors ça c'est très compliqué, mais en même temps j'ai envie de relativiser un petit peu parce que j'ai eu des petites mésaventures récemment. Bref, je pense que effectivement on peut avoir vite la sensation que tous les éducateurs canins se contredisent, etc. Mais d'un autre côté, moi qui suis en formation en ce moment, avec des gens de tous horizons, vraiment très divers et variés, entre mes stages, mes formateurs, les gens ne viennent pas du tout du même endroit. Et pour autant, en tout cas, les personnes là que j'ai en tête dans mes formateurs et dans mes maîtres de stage sont tous en éducation positive, bienveillante, à jour de leurs connaissances. Et pour le coup, le discours entre tous, il est le même. Ils ont les mêmes références, ils ont les mêmes... voilà, les mêmes façons de les expliquer aussi. Alors, chacun a évidemment sa méthode de retranscription parce que c'est justement le but de ce métier-là aussi, mais je veux dire, il y a pas des courants de pensée différents entre eux. Et c'est ça qui me rassure un peu, c'est de me dire que, ok, si en fait on est à jour de ses connaissances, il n'y a pas de question en fait. Tout le monde va dans le même sens et ça c'est plutôt chouette. Et ça m'a aussi rassurée parce que je commençais un peu à me questionner et à douter un peu de un tel il a telle manière de faire, un tel il a telle manière de faire, etc., etc. Et en fait, généralement, ce dont je me rends compte, mais ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, j'espère que je ne froisserai personne avec ça, c'est que en soi, il s'agit juste d'actualisation des connaissances pour moi. Voilà, c'est juste mon avis, mais pour moi, effectivement, je comprends qu'il puisse y avoir cette sensation de les éducateurs canins ne sont pas du tout d'accord entre eux, il faut faire telle formation, sinon ça vaut rien, etc., etc. Pas du tout. Si on a à jour de ses connaissances, qu'on s'est bien entouré, qu'on s'est bien formé, en fait, on est normalement tous au même niveau, si tant est qu'on fasse l'effort de se former correctement.
Mais effectivement, il y a, je pense que de toute façon l'éducation, enfin le monde du chien est comme tout plein de domaines, hein, rempli de gens très négatifs qui ont du mal à accepter les réussites des autres ou qui sont beaucoup dans le jugement et qui se donnent beaucoup d'importance avec ça. C'est très dommage. Faut essayer de s'en préserver au maximum. Moi, c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est sûr que ça aide pas. Mais ça sert pas du tout. Ça sert pas du tout la cause. C'est pas du tout. Ça renvoie pas du tout une bonne image de l'éducation canine. Donc je trouve ça très 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 dommage. Mais voilà. Donc bon, j'ai envie de dire, formons-nous le plus largement possible et restons nous-mêmes. J'avoue que je ne sais pas toujours quoi répondre quand des gens nous disent que pour eux, être strict et ferme avec beaucoup de noms a super bien marché et que leur chien est bien éduqué, etc. Ben oui, en fait, ce dont il faut avoir conscience, c'est que l'éducation coercitive ou traditionnelle, ça fonctionne. Hein. C'est pour ça que ça marche. C'est que ça fonctionne plus rapidement que l'éducation positive. Hein. Faut pas se leurrer. On en parlait dans les épisodes avec l'école de la meute. Clément et Théo en parlaient très bien. Parce que eux, c'est de la méthode qu'ils avaient au départ. Et ça fonctionne, hein, évidemment. Voilà. Après, c'est juste que de manière éthique, quand on fait un pas de côté, qu'on s'interroge vraiment sur le bien-être du chien dans son apprentissage, on se rend compte que là, effectivement, on n'a pas tout bon. Et qu'en plus de ça, sur le long terme, ça a des répercussions. Et des grosses répercussions. Mais dans l'instant T, à très court instant, et pour corriger un comportement, parce que c'est vraiment le but de l'éducation coercitive et traditionnelle, de corriger un comportement, ça fonctionne, il n'y a aucun souci. Par contre, on ne modifie pas l'état émotionnel du chien positivement, on ne travaille pas profondément sur ce que vit le chien et on l'accompagne pas, on corrige. Voilà, c'est tout. C'est ça la grosse différence entre les deux, hein, finalement. Oui, parfois ça découle d'un complexe à soi, même quand on juge les autres. Oui, mais clairement, je pense que de toute façon, on a tous entendu parler des haters sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. C'est juste que ce qu'on peut voir peut nous renvoyer une mauvaise image. C'est aussi en ça que des fois, ça peut être aussi nocif de traîner un peu trop sur les réseaux sociaux. Mais c'est clair que c'est des questions de soi à soi-même, hein, clairement. Après, l'éducation positive et bienveillante ne se résume pas au non ou pas. Ce qui est plus complexe, c'est de faire comprendre le pourquoi de ce choix lorsqu'on est confronté à des personnes qui... Oui, non, mais c'est exactement ça. Bien sûr, c'est pas une question de non ou pas non. Pour moi, la grosse différence entre les deux, comme je viens de le dire, c'est vraiment, en éducation coercitive traditionnelle, on corrige un comportement. En méthode positive, en tout cas, on change un état émotionnel et on guide le chien pour qu'ils s'en sortent. Parce qu'on part du postulat que les chiens font pas ça pour nous nuire et que s'ils font quelque chose, c'est pour une raison. Donc on va essayer de trouver cette raison et on va essayer de l'amener vers autre chose, peu importe de quoi il s'agit finalement. Mais souvent, c'est plus un état de mal-être qui est traduit par un comportement inattendu, on va dire. Oui, c'est ça, il faut s'efforcer de toujours regarder différents sons de cloche. Bah oui. Les remarques que quand je reçois, ce sont souvent le chien, c'est un chien, il sait se débrouiller, par exemple. Dans des situations stressantes, c'est pas un bébé, tu exagères, t'en occuper autant. Oui, ça aussi, ça va être dans un des épisodes là que j'enregistre la semaine prochaine, justement. Donc, je veux pas trop spoiler sur ce qui va être dit. Mais effectivement, il y a un gros enjeu sur la désensibilisation du chien et sur sa socialisation. Sur tous les sujets d'ailleurs, mais globalement, effectivement, les situations stressantes, elles sont normales. Donc d'un côté, effectivement, il ne faut pas trop couver son chien, parce que le but, c'est qu'il soit à l'aise de partout. D'un autre côté, c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas admissible de laisser son chien en situation de détresse, comme il peut l'être dans des grosses situations de stress. Et en fait, pour moi, tout se mesure au niveau de gestion du chien, de comment il arrive à se débrouiller. Si je vois que c'est un petit peu dur pour lui, mais que voilà, il apprend de cette situation et qu'il le gère bien et que ça reste positif pour lui, il n'y a pas de souci. Moi, je le laisse se débrouiller. Mais par contre, je suis toujours là en support. Il me regarde, il me check. Voilà, je suis là. Quand il a besoin, il revient. Et c'est ça, moi, que j'ai appris à mon chien et que j'essaierai de vous apprendre à apprendre au vôtre bientôt. Mais effectivement, c'est une ligne très très fine pour trouver cet équilibre entre un peu trop couver son chien et beaucoup trop le laisser se débrouiller, à mon sens. Je spoil pas plus parce que ça sera dans un des prochains épisodes.
Je déteste ça, les gens négatifs. Souriez, la vie est belle et soyez bienveillants. Je t'adore. Oh, c'est gentil, merci. Oui, je suis bien d'accord. Soyons tous bienveillants les uns envers les autres. La vie, c'est gaufrette ici. Du coup, voilà, donc ça, c'était la première question que j'ai eue. Comment faire comprendre à l'entourage l'importance qu'on accorde à l'éducation positive et au bien-être animal. Mais je pense qu'avant tout, c'est une question de conviction. Et c'est pour ça aussi que je vous invite autant que faire se peut à vous former et à vous informer sur le sujet, notamment au travers de podcasts par exemple, pour savoir répondre aussi à ça, parce que en fait voilà, quand on creuse la question, tout le monde a envie de bien faire avec son chien, tout le monde a envie d'être positif avec son chien. Je pense que personne naturellement n'a envie de tataner la gueule de son chien. Donc voilà, mais il s'agit juste de faire évoluer les esprits. On est vraiment, je pense, dans un moment vraiment charnière de l'éducation, de manière générale, pas que pour les chiens, mais pour les enfants aussi. Moi, je le vois, je suis entre deux générations, mon compagnon étant un peu plus âgé que moi. On a beaucoup de débats sur l'éducation des enfants à la maison et de Charlie. Donc évidemment que c'est pas évident, on est dans un moment très compliqué. Ça fait des années que tout se remet en question en permanence et que c'est difficile d'avoir une ligne, de savoir sur quoi se baser, etc., etc. Donc je pense qu'il faut essayer d'y aller en douceur. Effectivement, c'est désagréable quand on vient voilà, nous puncher un petit peu là, quand nous, on est bien dans notre, dans notre voie et qu'on sait ce qu'on fait. Mais je pense que justement, c'est aussi par là que s'accompagnent les changements. Enfin, moi, pour tout vous dire, je suis devenue végétarienne il y a 6 ans. Et il y a 6 ans, on ne devenait pas végétarien comme on le devient aujourd'hui. Aujourd'hui, on en entend parler partout. C'est un truc vachement plus à la mode. Tout le monde fait plus ou moins attention à la consommation de viande qu'il a. Il y a 6 ans, c'était déjà pas ça. Et ça évolue. Mais voilà, ça prend un peu de temps. Et je pense que pour l'éducation, c'est évidemment beaucoup plus long parce que ça va chercher dans les valeurs de chacun et c'est forcément plus compliqué. Mais faut garder en tête d'être bienveillant et d'accompagner les gens dans leur remise en question, je pense. Ça serait si j'avais un conseil, ce serait celui-là en tout cas. Comment recadrer les gens de mon entourage qui vont vouloir éduquer, recadrer à leur façon mon chiot, par exemple s'il est mordi, sa passion. Ouais, alors ça c'est très très compliqué. Ça c'est un autre level, hein, vraiment, quand les gens se substituent à toi pour te montrer comment on fait, parce que eux ils savent. Ça c'est très compliqué. Clairement, moi je suis hyper cool, hyper chill, hyper sympa, hyper bienveillante, etc. Par contre, on ne s'approche pas de mon chien si je n'en ai pas donné l'accès. Et donc, voilà, je suis peut-être un peu trop protectrice avec ça, mais clairement, je n'accepterai pas que quelqu'un corrige, recadre, touche mon chien pour dans de mauvaises intentions, en tout cas d'intentions qui ne sont pas les miennes, que je ne partage pas. Donc ça, pour le coup, voilà, il y a peu de choses sur lesquelles je suis vraiment hyper stricte. Ça en fait partie parce que clairement, ça peut avoir de telles conséquences. Et encore plus sur des chiots. J'ai entendu plein d'histoires comme ça, assez terribles sur des tontons, des Jean-Michel, j'ai tout su, qui vient et qui tatane le chien, le chiot, parce que, voilà, comme tu dis, il s'est un petit peu excité, il est un petit peu mordillé. Parce que lui il pensait savoir faire et que toi de toute façon tu le considères comme un bébé, donc tu ne fais pas bien. Ça pour moi c'est inadmissible. Il faut vraiment veiller à ce que ça n'arrive pas, en fait, juste que votre chien ne se retrouve jamais dans cette situation, en fait, clairement. C'est mon seul conseil. Vraiment bon courage, parce que je sais que ça peut être hyper compliqué. Je l'ai pas vécu et vraiment j'en suis trop contente, je touche du bois. J'imagine à quel point ça doit être difficile. En tout cas, on m'a rapporté des histoires comme ça et c'est vraiment hyper important de s'en éloigner au maximum, parce que ça peut avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de conséquences par la suite négatives et de choses à retravailler qui vont être traumatisantes et ancrées pour votre chien. Donc ça peut vraiment donner lieu à des trucs hardcore, ce genre de trucs. Vraiment. Je les vois déjà venir avec leurs remarques, il faut hausser le ton, se faire respecter, etc. Ah mais non, mais bien sûr, hein. Mais c'est sûr. Mais voilà. Après, je sais que c'est toujours délicat. Par exemple, moi je sais qu'il y a des potes de mon mec qui sont plutôt dans cette optique-là et qui comprennent pas, en fait, juste. Et donc, même si moi j'ai rien à dire à mon chien quand il est là, eux ils vont voilà, pour montrer qu'eux ils connaissent les chiens, ils vont faire telle ou telle chose. Bon bah voilà, si c'est juste de la parole, je laisse couler. Je sais que Charlie s'en tamponne parce qu'il est pas du tout collé aux invités, mais faut vraiment s'en méfier, ouais, clairement.
Il y a 6 ans, on ne trouvait pas de facilité alimentaire végé comme aujourd'hui et c'est trop cool, c'est avancé. Oui, c'est ça, mais je pense... Enfin, faut toujours regarder à l'idée que pour le chien, c'est pareil. Il y a 10 ans, ça se faisait pas de mettre un harnais à son chien, ou quasiment pas, on voyait pas de chien avec des harnais. Et c'était il y a 10 ans, peut-être même un peu moins. Donc, il faut être conscient que ces changements-là, ils prennent du temps et qui sont positifs. Voilà. Mais hier encore, j'étais dans Lyon, on est sorti hier soir. Tous les chiens que j'ai vus étaient soit en collier pour les mieux, soit en collier étrangleur, en bout de laisse. Enfin, il n'y avait rien qui allait. J'ai vu, je sais pas, j'ai dû voir 15 chiens hier. Il n'y en avait pas un qui avait l'air d'être éduqué dans de bonnes conditions. En tout cas, dans les conditions qui sont les miennes. Et ça m'a attristée. Mais en même temps, d'un côté, bah voilà, je rentre chez moi, j'allume Instagram et je vois que tout le monde est beau et tout le monde dit les gentils et c'est trop bien. Mais il faut rester conscient que tout ça prend du temps, vraiment, et que les avancées éducatives, particulièrement parce que justement ça touche à des valeurs hyper profondes, ça touche aussi à des consensus scientifiques qui sont pas là, clairement, parce que c'est hyper difficile d'avoir des consensus scientifiques quand les études scientifiques sont un petit peu trop financées par des gens qui ont des intérêts là-dedans. C'est hyper compliqué de faire avancer les choses. Donc je pense que après, voilà, il y a de la responsabilité chez tout le monde, mais il y a aussi de la responsabilité chez les particuliers qui ont des chiens qui veulent bien faire, de tenir en fait, de tenir et d'essayer d'expliquer et d'essayer de... Je pense pas de convaincre, parce qu'il s'agit pas de convaincre, il s'agit juste d'expliquer et d'apporter de la connaissance fraîche, je dirais. Voilà. Du coup, la deuxième question qu'on m'a posée, qui était hyper intéressante aussi et qui rejoint aussi la pression sociale qu'on peut ressentir, c'est est-ce que le chien d'un éducateur doit être exemplaire ? Parce qu'on peut ressentir pas mal de pression sur les réseaux, surtout quand on montre son chien. J'ai trouvé cette question hyper intéressante parce que un des trucs sur lesquels je réfléchis, je pense le plus depuis 1 an là, que j'ai décidé vraiment de me lancer dans une formation, c'est de pourquoi je deviens éducateur canin. Et parmi ces raisons-là, en fait, je me rends compte que pour tout le monde, un des points communs pour tout le monde, c'est qu'à un moment donné, on a eu besoin de travailler avec notre chien, de lui apprendre des choses, parce que quelque chose n'allait pas, parce qu'il était dans un état de mal-être, ou quoi qu'est-ce. Mais en tout cas, à un moment donné, on a eu besoin de s'intéresser à l'éducation positive, parce qu'on en a eu besoin pour notre chien. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ça. Je pense qu'encore une fois, il n'existe pas de chien parfait. Et moi, ce n'est pas mon but d'avoir un chien parfait qui m'écoute au doigt et à l'œil, qui soit hyper carré de partout. Enfin, clairement, c'est un être vivant, c'est pas un robot, et donc pour moi, il n'y a pas de chien parfait. Mais effectivement, voilà, moi, je suis consciente que j'ai encore 1000 choses à travailler avec Charlie. Il y a aussi des choses dont jusque-là, j'étais pas forcément très consciente que ça dysfonctionnait parce que ça me posait pas de problème. Et puis je me rends compte qu'en fait, voilà, là en reprenant un peu plus une vie dehors, hors Covid, je me rends compte qu'il y a des trucs qui peuvent être un peu compliqués, qu'il ne sait pas très bien gérer, etc. Et en fait, je pense que ça sera le cas toute sa vie, en fait, et que c'est normal et c'est ok. Je trouve que c'est important aussi de garder en tête que en fait, on est devenu éduques, les éducateurs sont devenus éduques parce qu'ils ont eu à un moment donné besoin de travailler leur chien. Qu'ils ont vraiment eu la nécessité de se pencher sur la question, d'aller un petit peu plus loin. Et ensuite, il y a l'envie de transmettre ou pas qui fait qu'on se lance là-dedans. Mais je trouve que ça fait partie du processus. Et donc, pour moi, non. Il n'y a pas besoin qu'un chien d'éduc soit exemplaire. Enfin, vous voyez, moi, j'ai pas de mal à vous montrer aussi en story quand ça va moins bien. Je vous montre quand Charlie est tout beau, tout parfait, que ça va bien. Je vous montre ses apprentissages aussi. Je vous montre sur quoi on travaille. Mais je vous montre aussi les fois où c'est le dawa, en fait. Des fois, il a une semaine comme ça, les odeurs sont super fortes, il n'est pas du tout connecté à moi, il fait n'importe quoi, il tire sur sa laisse, il revient à aucun rappel, il est complètement zinzin dès qu'il voit un chien. Ça arrive aussi et c'est pas grave, en fait. Je veux dire, enfin voilà, encore une fois, j'accepte d'avoir un chien et pas un robot. Il a des hormones, il a des envies, il a 1000 trucs qui doivent lui passer par la tête, j'imagine. Et c'est ok pour moi, en fait. Donc voilà. Et puis, je trouve aussi que c'est aussi un gage de... Voilà, ça veut pas forcément dire si notre chien a encore des problèmes une fois qu'on est éducateur
ou que notre chien n'est pas parfait, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'est pas capable de le faire, parce qu'on ne travaille pas du tout son chien comme on travaille, comme on accompagne les clients à travailler avec les leurs. Ça, je pense qu'il faut bien distinguer le travail qu'on fait avec son chien et le travail qu'on fait avec les autres. Ça n'a rien à voir et on ne travaille pas du tout de la même façon, on ne se positionne pas de la même façon, on ne connaît pas le chien de la même façon. C'est souvent beaucoup plus simple d'être extérieur à la situation, d'être beaucoup plus objectif et d'arriver avec sans bagage émotionnel aussi. On est beaucoup plus efficace comme ça, hein. Je pense que ça s'entend assez facilement. Donc faut rester conscient de ça et je pense qu'il n'y a pas de pression à avoir, même si effectivement, bien sûr que les réseaux sociaux mettent de la pression et qu'on a toujours envie de montrer ce que c'est faire de mieux notre chien, c'est sûr. Mais c'est ok aussi que ça soit pas tout parfait, que ce soit pas tout fluide et qu'on ait des trucs à travailler. Un autre point aussi, je pense que c'est aussi difficile. Pour l'instant, je l'ai pas encore vraiment expérimenté, mais c'est aussi pas évident quand on passe toute la journée avec des chiens à les accompagner, de rentrer chez soi et de devoir travailler de nouveau avec notre chien parce que la limite vie perso, vie pro est un peu fine dans ces cas-là. Donc je pense que c'est aussi important de se ménager et de savoir ce qui est important pour nous. Dans beaucoup d'épisodes, on avait parlé du fait de savoir quelles étaient nos attentes, quels étaient nos objectifs vis-à-vis de notre chien. On n'a pas du tout tous les mêmes. Y a des gens qui vont pas du tout accepter qu'un chien tire en laisse et d'autres qui vont complètement s'en satisfaire, mais par contre qui vont pas accepter que leur chien ne revienne pas au rappel. C'est vraiment propre à chacun et c'est pour ça qu'il n'y a pas de chien parfait non plus, parce qu'on n'a pas les mêmes attentes vis-à-vis de nos chiens. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des chiens exemplaires et au contraire, je pense pas et c'est aussi comme ça qu'on se nourrit, parce que il faut bien commencer quelque part, il faut bien avoir des choses qui nous ramènent à la réalité. Et je pense qu'ils sont aussi là pour ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit le dawa tout le temps, on est bien d'accord, hein, mais voilà. Est-ce que tu dirais que l'éducation positive bienveillante est une niche dans l'éducation canine ? J'ai l'impression de voir beaucoup de contenu positif sur les réseaux sociaux. Est-ce si répandu que ça en pro ? En fait, je sais pas répondre à cette question parce que, évidemment, l'effet réseaux sociaux, c'est que ça crée un entre-soi et donc... moi, je ne suis que des gens en positif et bienveillants. Je ne discute qu'avec des gens en positif et bienveillants. Et donc, j'ai l'impression que c'est énormément de monde. En fait, non. Spoiler alerte. Ça fait pas tant de monde que ça. Je sais qu'il y a encore énormément d'éducateurs en coercitif et en traditionnel. Il y a aussi énormément d'éducateurs en tradi-bonbon qui sont juste entre les deux, là, qui montrent qu'on distribue de la friandise parce que ça fait classe et que c'est un peu à la mode, mais qui ne se sont pas détachés des anciennes méthodes. Ça existe beaucoup, ils sont très 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 nombreux dans cet entre-deux. Franchement, j'ai pas les chiffres et je pense que personne ne les a. Je pense que c'est impossible à avoir. De là à parler de niche, encore une fois, on se base sur l'avancée des travaux scientifiques et des connaissances scientifiques sur le sujet. Donc, j'ai pas envie de parler de niche, sans dire que c'est la meilleure méthode, mais là, en tout cas, la méthode la plus vérifiée, la plus étudiée. Voilà, et c'est comme ça qu'elle évolue aussi, hein. Il y a certainement des choses qu'on fait maintenant qu'on contredira dans 10 ans. C'est quasiment certain, parce que ça arrive toujours. Après, donc je pense pas qu'on puisse vraiment parler de niche. Mais par contre, il faut effectivement être conscient que c'est encore pas la norme. Mais je sais pas si on peut vraiment parler de niche. En tout cas, effectivement, non, c'est pas une énorme partie des éducateurs qui sont en méthode positive et bienveillante pour le moment. En tout cas, j'ai pas l'impression. Il y en a beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ce soit une majorité. Voilà. Bon, du coup, je vais peut-être répondre à vos questions si vous en avez. Je vous laisse les poser, ou si vous voulez rebondir sur les sujets qu'on a abordés, n'hésitez pas. Est-ce que tu as connu avec Charlie une montée d'hormones ? Non, franchement, de ce côté-là, il a toujours été assez stable, j'ai l'impression. Même à l'adolescence, en fait, il n'a jamais été intéressé vraiment par les femelles. Je crois qu'il y a une fois, il a essayé de faire des petits trucs avec sa biglette préférée, mais c'est le seul truc qu'il a fait, et c'était pas, je pense que c'était même plus de l'excitation qu'autre chose, parce qu'il était trop content
qu'elle soit là, parce qu'elle était venue à la maison jouer avec Charlie. Donc à part ça, franchement, il a jamais manifesté quelconque intérêt pour ça. Donc je touche du bois parce que c'est quand même bien pratique. Mais sinon, non, franchement, il n'y a pas de moment où on le sent un peu à cran. Quand c'est un peu la période des chaînes en chaleur, etc. Il a jamais eu ça, non. Tu commences à prendre un rendez-vous? Non, je commence pas encore. J'ouvrirai les rendez-vous à partir de juillet. Je pense début juillet. J'attends vraiment d'avoir terminé ma formation. Surtout que là, j'en bosse d'autres et j'en ai d'autres de prévus en même temps. Mais voilà, j'ouvrirai véritablement en juillet. Je pense que le sujet du prochain live sera sur où est-ce que j'en suis un petit peu dans la création de mon entreprise. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir dans 2 semaines, du coup, à 18h. Mais voilà, je vous parlerai un petit peu plus des prestations que j'aimerais développer, que j'aimerais vous proposer, parce que j'aimerais bien aller un peu plus loin que Lyon. Voilà, même un peu beaucoup plus loin que Lyon. donc n'hésitez pas à venir sur ce live, ça va être, je pense que ça sera chouette. J'aimerais bien vous parler un petit peu plus de mon entreprise, de la création de mon entreprise qui se prépare et des services que je voudrais proposer. Encore une fois, vous savez que j'essaie de faire un maximum avec vous parce que j'essaie vraiment de répondre à votre demande. C'est le plus pertinent, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment être acteur. Enfin, moi, je prends toutes vos suggestions, tout ça. Enfin, venez en DM, je vous réponds avec plaisir, vraiment. N'hésitez pas, même si c'est des trucs complètement annexes, des questions, quoi que ce soit. Enfin, franchement, ça me fait trop plaisir d'échanger avec vous. Donc, et j'ai le temps de le faire cette année, donc je profite. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, ouais, ça sera à partir de juillet là, que je commencerai à prendre des consultes. Et voilà. Pour l'instant, je prépare ça. C'est un peu stressant, je vous l'avoue. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Des livres contenus à recommander, j'en ai plein. Sous un de mes derniers posts, j'ai publié, j'ai mis une photo en fait avec un peu ma bibliographie du moment. Donc si tu veux, là, il y a pas mal de références que je pourrais te recommander. J'ai pas encore tout lu, mais bon, d'après ce que j'ai vu quand même, je recommande un peu tous ces livres-là. Voilà, en ce moment, je suis en train de lire le livre qui a été coordonné par Thierry Bedossa et Sarah Janin. Ça s'appelle Bien-être et comportement canin, je crois, ou comportement du chien. C'est hyper intéressant, c'est un gros livre autour du bien-être animal, autour de l'éducation, autour de tous ces sujets-là, de l'éthologie. Et celui-là, je vous le recommande. Il est un peu balèze, mais si vous voulez vraiment vous informer profondément sur le sujet, je vous le recommande plus. Mais voilà. Mais sinon, sous un de mes derniers posts, là, il y a ma bibliographie du moment, donc je vous invite à aller regarder. Bon, ça marche. Bah écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était cool en tout cas. Je suis hyper contente d'avoir pu discuter avec vous. Je vous dis à dans 2 semaines pour un prochain live. J'espère que vous serez au rendez-vous. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos loups. Et puis à tout bientôt. Salut! Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager autour de vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre nos aventures et participer au prochain live qui aura lieu le mardi 12 avril 2022 à 18h. On y parlera de mon gros sujet du moment, la création de mon entreprise. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-aventure.fr. Et enfin, pensez à vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!